agressifs, finalement, ont fait l'objet d'une mise en élevage progressive jusqu'à aujourd'hui, où on a des animaux qui ont perdu aussi d'autres attributs, de grandes cornes par exemple, qui ont gagné des attributs plus productifs avec des mamelles plus développées par exemple pour produire du lait, et qui ont de ce fait bien évolué par rapport à leur ancêtre. Donc l'auroch, le Bostorus primigenius, lui, il disparaît officiellement en 1627. En réalité, il disparaît un petit peu avant, mais le dernier spécimen rapporté tué a été tué en Pologne, dans la forêt de Jack Toro. Et il y a même d'ailleurs une petite stèle en sa mémoire, pour l'anecdote. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi reconstruire cet auroch, puisque cet auroch a fait l'objet d'un intérêt particulier pour sa reconstruction. Il y a de ça près d'un siècle, en fait, hein, par la famille Eck. Alors, on voit ici à l'image, au milieu, Ludwig Eck, qui était le directeur du zoo de Berlin, et ses deux fils, Heinz à gauche et Lutz à droite. Et donc cette sympathique famille, qui était tout à fait notable, était aussi très adhérente à l'idéologie nationale-socialiste. Et donc les deux frères, Heinz et Lutz, pardon, se disent que finalement, cet auroch disparu constitue un matériel génétique héréditaire intéressant et qu'il faudrait essayer de retrouver. Et ils parlent les premiers de backbreeding, donc de revenir à la souche d'origine en renversant le processus de domestication. Donc on voit ici, cette famille avait un patronage de l'élite nazie. Et au-delà de l'anecdote, en fait, c'était un petit peu plus que ça. C'est qu'on s'aperçoit que cette idée de reconstruire cet auroch disparu sert en fait à une propagande nationale socialiste, du retour en fait vers un idéal perdu. Donc, alors je suis absolument pas germanophone, mais ici, pour ceux qui savent lire ça correctement, retour vers en fait un habitat non humain, donc un espèce d'habitat originel. Ce que Adolf Hitler appelle aussi dans Mein Kampf en fait le Prométhée de l'humanité, en parlant de la race aryenne, telle qu'il l'appelle, comme en fait la race, une sorte de race originelle. De la même manière, il s'imagine que finalement cette espèce d'auroch perdu constituerait un équivalent animal de cette puissance germanique. Et donc cette supercherie est réalisée en fait en croisant, les frères Eck croisent en réalité des races qui sont des races existantes à l'époque, la race camarguaise, espagnole, corse, la race gris-hongrois et écossaise, afin d'obtenir un animal qui posséderait plus ou moins phénotypiquement les attributs de cet auroch fantasmé. On voit d'ailleurs ici, à cette image, Lutz Eck à gauche et Hermann Göring à droite, qui avec derrière d'ailleurs un animal assez puissant, et cette volonté à l'époque de finalement de redonner à l'Allemagne nazie une écologie héroïque de leadership, comme parle Hermann Göring. Alors plus récemment, si ce programme ancien de l'auroch de Eck était une supercherie, plus récemment, il y a eu un programme qui s'appelle Tauros, qui a été lancé en 2008, qui vise à reconstituer effectivement ce Bostorus primigenius, en utilisant cette fois-ci des données un petit peu plus scientifiques, et en particulier de la sélection en fait utilisant des données génomiques pour pouvoir suivre vraiment plus précisément le retour à cette souche disparue. Ce programme, il intègre un programme plus vaste aujourd'hui qui s'appelle Making Europe a Wider Place, enfin qui s'appelle qui a pour objectif en fait de redonner en fait un caractère plus sauvage à l'Europe, et en particulier en utilisant cette espèce, mais aussi d'autres, pour les réintégrer dans la nature. En fait, le programme Tauros, ce qu'il fait en premier lieu, c'est qu'il screen l'ensemble des races existantes
dans un arbre phylogénétique qu'ils essayent de rapporter à l'auroch originel. Et ce dont ils s'aperçoivent, c'est que en fait, l'auroch de Heck, ici encadré en rouge, finalement, c'est loin d'être le meilleur candidat puisqu'il est à la 18e place et d'autres races existantes, en particulier en Espagne, en Italie, au Portugal et en Écosse, sont effectivement de bonnes candidates pour essayer de réaliser ce backbreeding, donc ce retour à l'auroch originel. Donc, ils mettent en place un programme de croisement piloté en particulier par des marqueurs moléculaires pour suivre en fait les croisements dans un premier temps, puis mettre dans la nature des animaux et donc ce qu'on appelle des animaux féralisés, c'est-à-dire qui retournent en fait à l'état sauvage et qui ont pour objectif de se reproduire naturellement ensuite pour revenir progressivement à une population suffisamment importante dans le milieu naturel. Alors, si on quitte les vaches et qu'on se reconcentre sur notre poisson, qu'on a appelé le baramout, donc d'un point de vue originel, en fait, il y a 300 000 ans, pour vous expliquer pourquoi il a disparu, ce qui s'est passé, c'est que la mer Méditerranée était séparée de la mer Atlantique. Cette barrière naturelle a créé deux quasi-sous-espèces, en fait, qui ont été séparés pendant un très grand nombre d'années, pendant plus de 230 000 ans. Et pendant cette période, les deux groupes ont accumulé beaucoup de divergences. Et enfin, quand la barrière s'est levée, évidemment, il y a eu une reconnexion des deux souches. Et suite à cette reconnexion des deux souches, en fait, on s'est aperçu que aujourd'hui, on observe toujours une différence génomique entre la lignée atlantique et la lignée méditerranéenne, mais que cette différenciation, elle se fait de façon non homogène. C'est-à-dire que en fonction des parties des chromosomes qu'on regarde, on voit que la divergence entre les populations n'est pas du tout la même. Si on regarde un peu plus en détail, on voit ici par exemple que au milieu du chromosome 1b, on a des FST qui sont plus forts, c'est-à-dire qu'on a une divergence qui est plus importante entre les populations. Si on transcrit ça d'un point de vue évolutif, on se rend compte que premièrement, il y a en fait peu d'allèles différents entre les deux lignées, mais que il y a quand même une forte différenciation. Et cette différenciation, on l'a étudiée de façon un petit peu plus précise en séquençant un certain nombre d'animaux dont on a récupéré ce qu'on appelle la phase haplotypique pour réussir en fait à suivre la distribution en fait de la diversité dans les différentes générations. Le principe de base, c'est que à partir du séquençage des parents et du descendant, on peut reconstituer en fait quelle partie a été donnée par le père, quelle partie a été donnée par la mère, et donc avoir la phase réelle des génomes des descendants. À partir de ces données de génome, on a récupéré 2,7 millions de SNP, et ces 2,7 millions de SNP nous ont permis de bâtir un modèle de ce qu'on appelle un modèle de coalescence, c'est-à-dire un modèle statistique qui décrit en fait la divergence entre les populations actuelles atlantiques et méditerranéennes depuis leur ancêtre commun. Ce modèle, il montre qu'aujourd'hui, donc il décrit bien qu'il y a 270 000 ans, il y a eu une divergence qui s'est opérée et que depuis environ 11 000 ans, il y a eu un contact secondaire avec des connexions, mais des connexions qui se sont faites de façon asymétrique, avec les poissons, enfin le génome atlantique qui a eu tendance à se déverser en Méditerranée, si je puis m'exprimer ainsi, et à l'inverse, très très peu. Ça, c'est important puisque cette observation, donc ici, je vous ai représenté notre baramout qui en fait constitue la population méditerranéenne non, entre guillemets, polluée par le génome atlantique. Et donc cette observation, elle est importante parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'en Méditerranée ouest, de larges parties du génome atlantique, ici représentées dans les couleurs les plus jaunes, sont présentes,
alors que, mais également dans les populations les plus à l'est de la Méditerranée. C'est-à-dire que même à l'est de la Méditerranée, qui sont les populations qui ont été les plus épargnées, si je puis dire, par la souche atlantique, on a une contribution résiduelle de cette souche. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en fait, on a systématiquement une contribution atlantique dans le génome méditerranéen. On peut le voir facilement avec ce graphique qui représente ici les génomes atlantiques actuels qui sont à 98% d'origine atlantique, de la souche atlantique ancestrale. Les génomes de l'ouest de la Méditerranée, eux, sont de 35 à 45%, on va dire pollués, entre guillemets, hein, même si j'aime pas beaucoup ce terme, mais introgressés, puisque c'est le bon terme, par du génome atlantique. Les populations de l'est de la Méditerranée, eux, sont introgressées jusqu'à 15%. Et ce que nous, on espère reconstituer finalement, c'est une population qui aurait moins de 2% de génome atlantique dans sa contribution génomique. Voilà, donc c'est notre Baramout, c'est notre objectif final. En matériel et méthode, ce qu'on a pu obtenir, c'est 3 populations, une population nord-atlantique, une population ouest méditerranéenne et une population de l'est de la Méditerranée. Le problème, c'est que cette population de l'est de la Méditerranée, on n'a pu obtenir que des paillettes de sperme, mais pas de femelles. De fait, on n'a pas une souche pure, mais on a dû croiser des animaux de l'ouest de la Méditerranée avec des animaux de l'est de la Méditerranée pour obtenir des animaux donc, qui sont hybrides à 50-50 en 2014. Donc ça a été fait dans un programme qui s'appelle RESIST. Dans ce programme RESIST, donc on a obtenu ces premiers animaux qui étaient hybrides à 50%. Et dans un autre programme européen qui s'appelle AquaExcel 2020, on a réalisé un premier backcross, donc pour recroiser ces animaux sur une souche est-méditerranéenne typique, pour avoir des animaux à 3/4 est-méditerranéens. Donc c'est notre population d'origine qu'on a obtenue en 2018. Et notre question aujourd'hui, c'était comment, à partir de cette population candidate, on peut à la fois reconstituer une population est-méditerranéenne pure, ici en vert à gauche, et aller plus loin jusqu'à reconstituer notre Baramout en utilisant des outils génomiques. Pour cela, on a utilisé plusieurs stratégies. On a testé plusieurs stratégies de croisement. Une stratégie de backcross, c'est-à-dire en recroisant nos animaux toujours sur la population est-méditerranéenne d'origine, pour réussir à éliminer les parties les plus atlantiques qui sont présentes de façon importante dans la population ouest méditerranéenne, donc de façon cyclique. Donc ça, c'est des stratégies de backcross et des stratégies d'intercross, c'est-à-dire à partir de la population candidate, les recroiser avec d'autres des animaux de la même génération, en utilisant des principes de sélection pour réussir à expurger, à éliminer les parties atlantiques au fur et à mesure et avoir des animaux qui soient le plus ressemblants possible d'abord de cette lignée est-méditerranéenne, puis de l'ancêtre Baramout. La dernière stratégie, c'est une stratégie composite où en fait on fait des backcross pour réussir à éliminer en partie donc cette contribution du génome atlantique, puis des intercross pour augmenter la pression de sélection et arriver plus rapidement potentiellement au résultat qu'on souhaite. En pratique, voilà le croisement qui a été réalisé en 2018, où on a à la fois des populations atlantiques qui nous servent de référence, des populations méditerranéennes en bleu ici qui nous servent aussi de référence d'une population très atlantique, et notre population candidate est-méditerranéenne tout à droite, où on a 605 candidats qui ont été obtenus et génotypés, en fait, qui ont été séquencés sur une puce de séquençage qui permet d'obtenir environ 57 000 marqueurs informatifs. Je vais passer rapidement sur le pipeline puisque je pense que c'est une chose qui va pas forcément être très simple à comprendre. Et je ne veux pas perdre trop de temps, et on va aller directement au résultat. Ici, ce qu'on voit, c'est la diversité des candidats de nos 3 populations, atlantique, est-méditerranéenne et ouest-méditerranéenne. Et ce qu'on voit, c'est que parmi nos candidats, ici,
entouré en rouge, à la reconstruction de cette lignée ancestrale, on a une très large variabilité, donc ce qui est intéressant parce que ça va nous permettre de pouvoir avoir une bonne plage de sélection. Ici, on voit un échantillon de la contribution du génome atlantique dans les populations candidates. Donc, tout en bas, on voit que on a notre population a très peu, notre population atlantique pardon, a très peu de génome rouge, c'est-à-dire de génome d'origine méditerranéen de notre baramout. Par contre, la population ouest méditerranéenne en bleu, elle, a une forte proportion de jaune dans son rouge, donc une forte proportion d'atlantique dans le génome méditerranéen, et un petit peu moins dans la population est méditerranéenne candidate, mais on voit qu'elle est quand même importante. Elle est à hauteur de 72% méditerranéen et donc de 28% du génome atlantique. Sur les backcross, ce qu'on a obtenu, c'est que sur 9 générations, le backcross sans principe de sélection permet de reconstituer au bout de 9 générations quelque chose qui s'apparente à une population est-méditerranéenne, ici EM. Par contre, on est très loin de notre objectif de 98% de génome ancestral méditerranéen, notre baramout. On n'arrivera pas à l'obtenir. Ce qu'on voit, c'est que si on utilise des backcross, cette fois-ci en sélectionnant les animaux pour utiliser ceux qui sont le plus ressemblants de notre baramout, on finit par dépasser le seuil en noir de notre lignée méditerranéenne Est, et quelques animaux permettent d'arriver jusqu'à notre baramout, mais vraiment très peu. Si on sélectionne cette fois-ci sur un critère un petit peu moins stringent, qui est celui de l'admixture au niveau chromosomique et pas au niveau génomique total, on arrive aussi à ce résultat avec, on va dire, une vitesse un petit peu moins forte et un résultat un petit peu moins intéressant. Les intercross, eux, ils permettent ici, en sélectionnant sur l'admixture génomique, on voit que quand on est en 9e génération, on est quasiment en moyenne à notre objectif final de notre baramout, et donc finalement permettent d'accéder à ce résultat qu'on souhaite. Si on sélectionne de façon moins drastique que sur l'admixture génomique, c'est-à-dire sur l'admixture chromosomique, on voit qu'on n'arrive pas à l'objectif final, mais qu'on dépasse l'objectif de la lignée est-méditerranéenne. Enfin, on avait testé un autre indice de sélection qui, lui, utilise l'admixture génomique tout en contrôlant l'indice de consanguinité, et on s'aperçoit qu'on arrive à l'objectif de notre baramout quasiment de la même manière qu'avec la sélection sur l'admixture génomique globale. Enfin, sur l'utilisation des modèles composites, donc utilisant des backcross puis des intercross, ce qu'on voit, c'est qu'en utilisant 2 backcross puis un intercross, on dépasse très largement l'objectif de notre baramout, bien plus tôt qu'avec les autres modèles. Et c'est aussi le cas lorsqu'on réalise 3 backcross puis un intercross. Là, on arrive encore à des niveaux supérieurs, et 4 backcross puis un intercross également. Mais si on regarde juste le niveau de ressemblance génomique, en fait, ça ne suffit pas nécessairement, parce qu'il y a quelque chose dont j'ai commencé à évoquer, qui est la consanguinité. Et la consanguinité, c'est quelque chose de très important quand on essaye de faire de la sélection, parce que si on dépasse des niveaux de consanguinité importants, on se retrouve dans des impasses. Donc, dans ce graphique, ce qu'on voit, c'est dans la plage en vert, finalement, c'est notre objectif de notre baramout. D'accord? Donc l'objectif, ça va être de dépasser cette barre verte. Donc en abscisse, en ordonnée, vous avez l'admixture globale, c'est-à-dire le niveau de ressemblance en fait à notre baramout. Et en abscisse, de gauche à droite, ce qu'on voit, c'est le niveau d'inbreeding, c'est-à-dire le niveau de consanguinité. Ce qu'on voit, c'est que les backcross montrent des niveaux de consanguinité qui sont très faibles. Et c'est normal, puisque finalement, on se recroise sans arrêt sur la population ancestrale, enfin sur la population d'origine. Et donc, mais le problème, c'est qu'on ne peut jamais dépasser l'objectif qui est de la ligne noire, qui est celle de la lignée, la souche est-méditerranéenne. Donc finalement, les backcross seuls ne permettent pas d'arriver à l'objectif final. Par contre, on voit en vert
sur la droite les intercross, et dans les tons plus violet-rose que je vous ai entouré ici, les stratégies composites, où on voit que là, on dépasse l'objectif de la ligne, avec toutefois des niveaux de consanguinité qui sont quand même importants, qui sont au-delà de 20%. Donc là, on risque d'avoir quand même des soucis pour maintenir cette lignée sur de très très longtemps derrière. Donc en conclusion, ce qu'on voit, c'est que les scénarios de backcross permettent de mieux contrôler la consanguinité. Ils permettent d'obtenir une lignée est-méditerranéenne à la 3e génération, mais ils ne permettent pas d'obtenir notre Baramout, qui est notre objectif final. Les scénarios d'intercross, eux, sont très sensibles à la consanguinité, car le critère de sélection, lui, il est 100% génétique. Et, mais seuls ces intercross permettent d'arriver au seuil de 98% qu'on s'était fixé. Enfin, la combinaison entre les backcross et les intercross semble être le bon compromis, car on obtient donc le Baramout, qui est notre objectif, en 5e génération. Donc en gros, au bout de 20 ans, avec cette méthode. Alors même avec la génomique, on voit que ça prend quand même beaucoup de temps, et que c'est pas des études qui sont des études très très courtes, mais en tout cas c'est un objectif intéressant. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je serai ravi de vous y répondre, en particulier sur les intérêts de ce Baramout pour la recherche. Donc bonjour monsieur, déjà merci pour cette excellente présentation. Je suis Thibaut Corré, donc membre de l'association Bureau Biotrace et étudiant du master de DTech Bio. Donc on va passer aux questions. Donc d'abord il y a eu une question qui demande si ces Baramout avaient vraiment ce genre de défense à la manière d'un mammouth. Bon, évidemment non, hein. C'était un outil de communication, Oui. simplement. Oui, je comprends. Et un petit clin d'œil à Alain Chabat, je crois, dans un de ses films, qui avait rajouté des défenses à tous les animaux qu'il pouvait trouver. D'accord. J'ai une question, c'est tout simplement, est-ce que la réintroduction d'espèces disparues depuis longtemps pourrait porter préjudice aux écosystèmes actuels? Alors effectivement, c'est une bonne question. Alors bon, je vous ai présenté le Bostorus primigenus. Évidemment, là, la question pourrait se poser, parce que on réensauvage finalement des animaux qui n'existent plus. Dans le cas du bar, qui est notre sujet aujourd'hui, la réintroduction, entre guillemets, bon, c'est pas vraiment l'objectif ici, hein. C'est pas de refaire de la réimplantation de ces animaux-là, mais il est probable que ces animaux auraient a priori aucun impact sur le biotope, simplement parce que finalement leurs congénères actuels sont extrêmement similaires. Certains sont similaires déjà à plus de 80 ou 90%. Donc finalement, il y a peu de chances que ça ait un réel impact. On n'est pas là, on n'est pas sur le bar sur des processus de domestication qui ont impacté fortement, on va dire, le comportement ou enfin, voilà. En tout cas, on trouve des animaux sauvages encore sans problème. OK. Donc une autre question, est-ce que ce serait possible d'introduire des gènes OGM pour arriver à 100% du baramout du coup? Alors ça, c'est une très bonne question, et puis évidemment, aujourd'hui, avec toutes les technologies de modification du génome, en particulier CRISPR et TALEN et autres, on voit évidemment pointer cette possibilité, et bien sûr que cette possibilité se permettrait probablement de gagner du temps. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre réglementaire pour réaliser ce genre de choses. Bon, par contre, ce qui reste quand même compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de technologie réellement appliquée qui permettrait de mettre des très 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 gros morceaux, parce que là, quand on parle d'haplotypes, on parle d'haplotypes qui font pas loin au moins 10, voire 40, 50 KB, voire même des fois plus d'un mégabase. Donc finalement, réussir à introgresser des morceaux si gros dans
dans des animaux très nombreux, parce que quand on parle de lignée, il faut faire ça un grand nombre de fois, évidemment, parce que il suffit pas d'avoir quatre animaux pour avoir ça, pour avoir une lignée qui soit suffisamment stable, etc. Donc oui, ça pourrait être fait, en tout cas sur le plan théorique. Sur le plan pratique, pour l'instant, c'est difficile. Donc, encore une autre question, quel est l'intérêt de la réintroduction, de ce bar dans l'environnement? Mais du coup, vous m'avez dit que c'était pas le cas, il me semble. Alors, pas forcément dans l'environnement. Par contre, sur un plan scientifique, c'est vraiment intéressant. Alors le sujet, le bar est, alors je dis bar d'ailleurs, mais on devrait dire loup-bar, hein, parce que le bar s'appelle loup en Méditerranée et bar en Atlantique. Et en fait, c'est deux quasi espèces différentes qui ont un statut en fait en cours de spéciation vraiment très intéressant. Et donc obtenir cette espèce de souche originelle, premièrement, ça permettrait de conserver quand même euh, dans des animaux et pas uniquement sur informatique, des animaux qui représenteraient cette souche ancestrale. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure, depuis 11 000 ans, il y a une diffusion du génome atlantique dans le génome méditerranéen. Et cette diffusion, alors, pardon, si je reprends depuis le début, en fait, les modèles simples de génétique des populations diraient quoi? Diraient que s'il y a 11 000 ans, il y a eu reconnexion entre les deux populations, aujourd'hui, s'il y avait eu échange homogène, on devrait avoir une seule population complètement admixte. Voilà, donc il devrait avoir finalement à la fois du génome méditerranéen dans les populations atlantiques de façon homogène et de la même manière dans le génome méditerranéen. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que dans un avenir plus ou moins proche, alors pas forcément à notre échelle à nous, hein, mais dans un avenir de quelques milliers d'années, il y ait une disparition en fait progressive du génome méditerranéen au profit du génome atlantique, ou en tout cas en partie sur certaines zones. Et donc, ce qu'on espère, c'est de conserver comme ça cette spécificité. Cette spécificité, elle est intéressante parce qu'aujourd'hui, on voit que les populations méditerranéennes portent des capacités vraiment intéressantes par rapport aux populations atlantiques. Sur certains problèmes, par exemple de pandémie de virale qu'il peut y avoir en Méditerranée, on voit que des populations d'origine atlantique sont très sensibles à certains virus, à un virus en particulier qui s'appelle la nodavirose, alors que les populations de l'est de la Méditerranée, qui en fait ont bénéficié d'une longue sélection naturelle, en fait sont naturellement relativement résistantes face à ce virus. Or, c'est des virus d'eau chaude qui vont tendre à évidemment avoir un impact de plus important, en particulier sur la production de bars en aquaculture. Et donc, on peut s'imaginer que maintenir ces animaux, enfin cette souche d'origine permettrait aussi de maintenir des phénotypes intéressants. D'accord, merci. Donc, il y a une autre question, mais ça rejoint un peu la réponse que vous avez faite là, je pense. C'est quel est l'objectif de chercher à faire renaître ces baramoutes et est-ce que c'est purement technique? Mais Bah, c'est purement technique, oui et non, parce qu'il y a je vois une autre question de Christian sur les caractères morphologiques, adaptatifs et comportementaux d'intérêt à ce jour. Et en fait, justement, on a aujourd'hui dans des projets qu'on développe beaucoup de questions qui ont trait en fait à ces populations assez contrastées. Sur le plan comportemental, en fait, on ne sait pas. On sait qu'il y a finalement un spectre important de variation du comportement, par exemple, du bar, que finalement qui vont des animaux les plus placides jusqu'aux animaux les plus agressifs. Je vous ai parlé de ça un peu au début. Ben, sur des poissons, c'est exactement pareil. C'est parfaitement intéressant en contexte aquacole parce que on va chercher à avoir des animaux qui sont finalement les mieux adaptés à l'environnement d'élevage, donc les plus placides, qui vont pas forcément agresser les autres congénères. Or, vu que la plupart du temps, aujourd'hui, on continue à sélectionner sur la croissance, et bien en fait, la croissance dans un contexte où finalement il faut aller chercher son aliment fait qu'on peut avoir tendance à sélectionner des animaux au contraire agressifs. Donc maintenir toute cette plage de variabilité du comportement, aujourd'hui c'est quelque chose de vraiment particulièrement important. Après, bon, il y a plein d'autres caractères sur lesquels évidemment on travaille, des caractères de production. On sait que le loup méditerranéen grandit à température égale
plutôt un peu plus vite que le bar. On voit des grosses différences, en particulier de taux de gras, puisque les bars atlantiques sont beaucoup plus gras que les loups méditerranéens. Et ça, c'est des différences qui sont vraiment extrêmement marquées, hein. Ça va quasiment du simple au double. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Bon, si je vous montrais des photos de bar atlantique et loup méditerranéen, vous verriez probablement pas beaucoup la différence, parce que ça se voit pas forcément à l'œil nu. Mais par contre, en termes de performance, on voit qu'il y a des grosses différences. D'accord, merci. Juste, une dernière question, donc avez-vous, des perspectives pour pallier le problème de consanguinité? Est-ce que vous savez s'il y a d'autres équipes, qui travaillent, sur, cette problématique? Alors, c'est d'avoir beaucoup d'argent parce que, pour pallier au problème de la consanguinité, il faut avoir énormément de géniteurs et donc en fait avoir beaucoup de bassins avec beaucoup d'animaux. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on a une banque de sperme qui nous permet finalement d'avoir beaucoup de mâles qui prennent peu de place parce que, bah, les pauvres, on les zigouille et puis, on récupère que leurs spermatozoïdes. Pour les femelles, c'est plus embêtant parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas conserver les œufs des femelles, en cryoconservation. Alors c'est quelque chose sur lequel on travaille un petit peu, mais c'est pas très possible. Par contre, on est impliqué dans des projets, qui sont des projets vraiment, très biotech, dans lesquels on essaie de développer des technologies de conservation des gonades femelles, et aussi de développer des méthodes en fait de greffage de cellules, souches dans les animaux, c'est-à-dire finalement d'utiliser, des animaux un peu banques qui conserveraient la diversité globale d'une souche. L'idée en fait, c'est de greffer en fait des cellules souches d'ovocytes sur une femelle, par exemple, d'origine de plein d'animaux. Et donc une même femelle pourrait, au moment où elle pond des œufs, en fait, pondre des œufs d'origine génétique de beaucoup d'autres animaux. Et donc au sein d'un même animal, finalement, conserver l'historique génétique de 50, par exemple, poissons. Ce qui permettrait finalement, avec une centaine d'individus, de conserver des milliers de combinaisons géniques différentes. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit, on essaie de travailler sur un plan purement technique et qui permettrait de compenser ces problèmes de consanguinité. D'accord. Bah, merci beaucoup, François pour, ces précisions. Je vais donc, Merci, laisser la place au prochain intervenant. Donc, avec plaisir. voilà.